Il est 30, donc je pense qu'on peut commencer. Bonjour et bienvenue à tous du coup sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui accompagné d'Isabelle Palassin que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, je pense. Donc aujourd'hui, on va parler de donc faire face au deuil. Donc cette visio réalisée en partenariat avec Homme Transition et Adapsia, elle est financée par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. On a le groupe qui s'agrandit au fur et à mesure, donc c'est très bien. Euh, Si vous avez le moindre souci pendant la conférence ou la moindre question, ce qu'on fera, c'est qu'on va garder les micros fermés et les caméras fermées pour le moment. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat pendant la conférence. Et je me permettrai de couper Isabelle si on a des questions pour lui poser pendant la conférence. Et puis dans tous les cas, comme d'habitude, on consacrera quelques minutes à une session de questions-réponses à la toute fin de la conférence. Comme ça, on ouvrira les caméras, les micros, ce sera toujours plus agréable que de se parler via un chat. Voilà, donc moi je suis Chloé et je serai là pour vous accompagner tout le long. Isabelle, du coup, je vous laisse vous présenter et puis prendre le contrôle dès que vous pouvez. Voilà. Entendu, merci Chloé. Bonjour à tous, donc je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste, thérapeute, conférencière et aujourd'hui on va parler du deuil, faire face au deuil, c'est-à-dire que c'est vrai que chaque année en France il y a plus de 650 000 décès, ce qui veut dire qu'en permanence, il y a environ un Français sur 10 qui est, puisque le deuil ne touche pas seulement la personne qui est à côté qui est la plus proche du défunt, mais aussi toutes les personnes qui sont autour, etc. Donc environ un Français sur 10 chaque année est endeuillé. Alors, ce sont des chiffres qui disent que la mort, c'est un chagrin qui touche tout le monde, évidemment, parce que la mort fait partie de la vie, c'est une banalité que de le dire. Mais au fond, pas tant que ça, tant la mort est exclue de notre quotidien. C'est-à-dire que désormais, on meurt plus souvent à l'extérieur de chez soi. Il y a seulement moins d'un tiers des personnes qui meurent à domicile. La plupart décèdent à l'hôpital ou en EHPAD. Voilà. Donc, en fait, comment on fait face à cette mort? Parce que finalement, dire faire face au deuil, oui, faire face au deuil, mais c'est surtout à la mort qu'il faut faire face. Parce que la mort, c'est toujours un choc. Il y a toujours le choc du décès. Évidemment, Jacques Lacan disait, c'était un psychanalyste qui disait, le réel, c'est quand on se colle. Ben, la mort, c'est une confrontation brutale au réel. C'est pas un petit choc. C'est-à-dire que c'est pas se cogner sur le coin d'une table, c'est souvent l'impression qu'on se prend un mur. Parce que la mort nous confronte au plus jamais à une coupure, à une séparation totale et définitive avec la personne disparue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lui parler, on ne peut plus la serrer dans nos bras, etc. C'est ça qui est difficile. Et bien sûr, le choc est plus ou moins important en fonction de la proximité de la personne décédée. C'est-à-dire qu'on ne va pas réagir de la même façon au décès d'un voisin, par exemple, et au décès, bien sûr, de son compagnon, de sa compagne, d'un parent, et encore, j'allais dire encore pire, peut-être d'un enfant. Et puis, ce qui va aussi être douloureux, et ce qui va rendre le choc de la mort plus ou moins important, c'est la façon dont on a pu ou pas se préparer à cette disparition. C'est-à-dire que c'est pas exactement la même chose finalement de partir le matin en se disant au revoir et puis le conjoint a un accident de voiture ou un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, etc. Et on le voit pas le soir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement brutal, traumatique, etc. Et puis, c'est pas la même chose donc d'avoir eu le temps de se préparer. On y reviendra, mais c'est vrai que le fait de pouvoir parler avec la personne décédée, d'avoir pu parler en amont avec lui ou elle du décès à venir, ça va faire qu'on va vivre les choses différemment. Mais c'est vrai que c'est, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, c'est quand même un deuil, évidemment, mais c'est quand même un choc. Et c'est vrai que le psychiatre
et psychothérapeute Christophe Fauré, qui est un spécialiste de l'accompagnement des mourants et des personnes endeuillées, parle, lui, vraiment compare ce choc à une blessure corporelle. Hein, et en fait, il dit que c'est de la même façon, et on y reviendra parce que finalement, quand on va parler des étapes du deuil, on parlera de cette comparaison entre les deux, les, voilà, ces deux situations, le choc d'une part du deuil et la blessure physique de l'autre, parce que dans les deux cas, en fait, il y a quelque chose de traumatique. Et il va falloir faire face, et il va falloir que l'organisme même, alors l'appareil psychique ou l'organisme physiologique, hein, se débrouille avec ça. Donc, voilà. Alors, on a toujours dit on a toujours dit, non, on a longtemps parlé des 5 étapes du deuil, des étapes du deuil, hein, qu'on voit à peu près ici. Alors là, il y en a plus de 5, mais en réalité... Isabelle, je vous Oui. laisse prendre le contrôle sur parce que la slide n'est pas passée du coup. Ah bah, parce que moi, je l'ai sur mon écran, la Ouais, slide. mais parce que vous n'avez pas pris le contrôle, du coup, on ne le voit pas, nous tous. Donc, Ah, normalement, vous pardon, devriez excusez-moi. avoir un petit bouton en haut, prendre le contrôle. Euh... Attendez. Non, attendez. Hop. Non, j'ai pas prendre Vous le l'avez pas? contrôle. Non, j'ai pas de prendre le contrôle. Alors, Désolée. ce que je fais, c'est J'ai qu'à la limite, diapositive. faites-moi, Ah, vous me dites, attendez. ah, vous l'avez? Attendez. Est-ce que... Non. Est-ce que... là, c'est bon pour vous? Non, non, toujours pas. Bon, bah, je suis Sinon, ce que vous désolée. faites, Isabelle, juste dites-moi passe et je passe. Comme ça, D'accord. on est Alors tranquille. là, on passe Allez, à la suivante. c'est Merci, bon, désolée, hein. pas de souci. Donc là, on voit effectivement sur ce schéma que les 5 étapes fondamentales du deuil ont été un peu dépliées en plusieurs. Mais c'est vrai que cette histoire des étapes du deuil, c'est en fait une autre psychiatre, hein, Elisabeth Kubler-Ross, qui était une psychiatre suisse, suisse d'origine, mais américaine, de, de, finalement qui a émigré aux États-Unis, qui a été pionnière des soins palliatifs et qui a écrit un livre paru en 1969 qui s'appelle Les derniers instants de la vie, où justement elle détaille ces étapes du deuil. Donc pour elle, effectivement, il y avait la première étape qui était le choc, ensuite il y avait le déni, c'est-à-dire on dit c'est pas possible, j'y crois pas, c'est-à-dire que bien sûr on n'est pas fou, on sait bien que ça a eu lieu, mais il y a une partie de nous qui ne veut pas le savoir en fait. Ensuite, il peut y avoir de la colère, de la négociation. Alors la colère, c'est on en veut à la terre entière, parfois même. Ce qui est difficile, c'est qu'on en veut même à la personne décédée. Alors c'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit de suicide, par exemple. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux dans le suicide, c'est qu'il y a de la culpabilité et il y a de la colère, et on en veut à la personne de nous avoir laissés, de nous avoir abandonnés, entre guillemets, etc. Donc voilà, peut y avoir de la colère. Mais quand c'est même pas contre le défunt, peut y avoir aussi de la colère contre des soignants, par exemple, ou contre l'entourage. Enfin, voilà. Il y a alors, cette colère, en fait, elle est là pourquoi? Parce qu'on est impuissant. Et un de nos mécanismes de défense face à l'impuissance, c'est de nous mettre en colère. Voilà. On sait bien, depuis qu'on est petit. Quand on nous dit non, quand on nous dit c'est pas possible, il y a tout de suite la colère qui arrive. Ensuite, il y a la négociation. La négociation, en fait, c'est comment on peut faire autrement. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne est morte, mais comment on peut faire? Alors on essaye de la faire revivre, par exemple, en gardant les vêtements dans l'armoire, en allant toucher, en allant respirer le parfum, par exemple, garder l'eau de toilette de la personne, et on respire le parfum pour le faire réexister. Et puis, ça peut aller aussi jusqu'à consulter des médiums pour essayer d'entrer en contact. Enfin, il y a tout un tas de négociations comme ça pour essayer de faire avec, de se dire que oui, bien sûr, la personne est décédée, mais en même temps, on pourrait peut-être
on peut faire comme si. Voilà, c'est comme si on disait, ben voilà, je vais faire comme si la personne n'était pas décédée. Et puis ensuite, il y a la tristesse et puis l'intégration. Alors c'est vrai que l'expérimentation et la décision, c'est une autre, sont d'autres étapes qui vont faire qu'on va expérimenter certaines façons de vivre autrement, de faire autrement que comme on faisait avec la personne. Et puis la décision, quand on prend des décisions ben voilà, de changer de vie, de déménager, de se séparer de vêtements ou d'objets personnels, etc., ben là, voilà, ça fait partie des décisions qu'on prend pour élaborer le deuil. Et puis ensuite, il y a l'intégration. Voilà, ça y est. Alors, l'acceptation, c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de dire bah maintenant, voilà, la personne est morte, on a tourné la page et puis c'est tout, et puis basta. Pas du tout. C'est-à-dire que le fait que cette personne soit morte, ça creuse un trou dans notre vie. C'est-à-dire que évidemment, elle ne sera plus jamais là. Donc, on ne peut pas faire comme si elle n'avait jamais existé, bien sûr. Parce que souvent, les personnes quand on parle avec des endeuillés, on a l'impression qu'ils ont du mal à lâcher même la pensée de la personne. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la faire disparaître à tout jamais. Bien sûr que non, le défunt ne disparaîtra jamais, puisqu'il a fait partie de notre vie. On a vécu des choses avec lui et ces choses-là, elles font partie de notre histoire. Donc, puisque c'est notre histoire, eh bien, elle sera tout le temps là avec nous. Donc, il n'y a aucune raison de penser que la personne puisse disparaître de notre souvenir. Mais justement, elle va finir par vivre à l'intérieur de nous autrement. C'est-à-dire qu'on va y penser, on va se rappeler des anecdotes, etc. Et puis, il y a un moment où ça sera moins triste. C'est pas qu'on l'aura oublié, ça sera juste moins douloureux. Voilà. Mais il y aura toujours des moments où ça sera quand même un petit peu douloureux, c'est-à-dire que, bah, par exemple, avec un conjoint, la date anniversaire du mariage sera peut-être toujours un moment qui nous rappellera que et qui sera toujours un peu douloureux. Bah, ça sera aussi notre façon de vivre avec la personne défunte et de faire en sorte que cette personne ne disparaisse pas, au fond, à jamais. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que toutes ces phases, hein, toutes ces étapes du deuil, qui sont donc actuellement un peu remises en cause, parce que là, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très linéaire, c'est-à-dire que petit 1, il y a le choc, après il y a le 2, le déni, etc. C'est pas tout à fait vrai, en fait. C'est-à-dire que ces mécanismes-là, qui sont des mécanismes vraiment de défense de l'appareil psychique pour faire face, pour pas nous effondrer complètement, pour survivre en fait, eh bien, elles peuvent avoir lieu un peu dans le désordre. C'est-à-dire qu'on peut commencer par se dire, par être en colère par exemple, et puis après se dire: «C'est pas ah bah non, c'est pas vrai». Enfin voilà, on peut passer d'une étape à l'autre, voire même vivre un peu ces émotions tout en même temps, mais il n'y a pas cette linéarité, cette impression de linéaire, voilà, excusez-moi, que pourrait donner ce schéma. C'est vrai que voilà, l'appareil psychique est fait de telle façon que, ben, on peut vivre un peu de ça, un peu de ça et pas tous. En plus, pas tous à la même vitesse. Il y a une temporalité qui est vraiment propre à chacun et il faut se laisser le temps aussi. C'est vraiment important de se dire ça, c'est-à-dire que c'est pas de se dire, 6 mois après, on a encore le droit d'être triste et d'être en colère éventuellement ou d'avoir encore envie d'ouvrir une bouteille de toilette pour ressentir le parfum de l'autre. Voilà, c'est vraiment chacun doit faire face avec ses propres outils psychologiques, avec sa propre histoire, avec ses propres ressentis, avec ce qu'il est en quelque sorte. Donc voilà, faut vraiment se laisser le temps et c'est parce qu'on se sera laissé le temps, parce qu'on se sera écouté, etc., que finalement ça finira par être acceptable.
euh, pas, voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être oublié, mais au moins ça aura été accepté. On va passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, la diapo suivante, voilà. Maintenant, on va voir aussi que dans les étapes du deuil, hein, alors là, on a vu un peu ce qu'on entendait par étape du deuil dans l'acceptation d'Elisabeth Kubler-Ross, mais dans ce qu'on vit en réalité, concrètement, hein, dans un deuil, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le rituel. C'est-à-dire que les rituels autour de la mort sont, pour les paléontologues comme pour les anthropologues, des marqueurs de l'entrée dans l'humanité. C'est-à-dire que ça ne viendrait à l'idée de personne, sauf dans des cas d'extrême barbarie, de laisser des corps comme ça, au milieu de en pleine nature, etc. Là, on est humain, on est civilisé, donc on a des rituels qui ont des fonctions. Et on va détailler ces fonctions. C'est-à-dire alors qu'il s'agisse, peu importe les rituels, c'est-à-dire que ça peut être un enterrement, ça peut être une crémation, ça peut être, peu importe, mais chaque spiritualité, chaque religion, etc., a ses propres rituels, ses propres traditions. Mais l'idée, c'est qu'on se rassemble autour du mort. Et on va voir ce que ça a comme effet et quelle place ça a dans ce processus de deuil. Ces rituels sont importants d'abord parce qu'ils permettent d'honorer la mémoire du défunt. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que honorer la mémoire d'un défunt, c'est dire qu'il a eu une place dans la vie, que sa vie a eu une valeur, que son passage sur Terre n'a pas été pour rien. Et donc, on observe, on voit bien dans les cérémonies funéraires, comment régulièrement on en vient à parler de la vie de la personne décédée. C'est-à-dire, on rappelle des anecdotes importantes de sa vie, on rappelle son parcours de vie, son parcours professionnel, ses passions, etc. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça lui donne, on dit ainsi qu'il a eu une place dans la communauté humaine et que maintenant il est passé à autre chose, il est passé à une autre étape de sa vie d'humain. Alors peu importe, on peut penser qu'il est parti au ciel, ou juste il y a un retour à la terre et rien derrière, peu importe, mais il a fini son parcours d'humain et ça va, donc ce rituel va clore quelque chose, va fermer un cercle. Si on pense la vie comme un cercle depuis la naissance jusqu'à la mort, eh bien voilà, ça referme ce cercle. Et puis, c'est le fait d'honorer aussi les morts, c'est aussi quelque chose pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si on honore ce défunt, ça veut dire que nous aussi, notre vie a de la valeur. C'est-à-dire que chaque vie a de la valeur. Chaque vie est importante pour ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est symboliquement, ça a un sens très fort, le fait d'avoir un rituel autour du défunt. Et puis, ça sert aussi à faire face ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très important de ne pas laisser des gens sur le bas-côté à ce moment-là. Je pense notamment aux enfants. C'est-à-dire que souvent, on se dit, les enfants sont trop petits, on ne va pas les emmener, on ne va pas les faire assister aux funérailles, etc. Alors, tout dépend de l'âge. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, un enfant de 2 ans, c'est pas forcément à ce moment-là qui va être le mieux. Mais c'est pas parce que il va pas être en difficulté parce qu'on va l'emmener aux funérailles de son grand-père ou de sa grand-mère. Il va être en difficulté parce que il sera avec des adultes qui seront dans la peine et que personne pourra s'occuper de lui. C'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être bien que des enfants de 2 ans n'assistent pas forcément aux obsèques. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler de ce qui s'est passé. Il ne faut pas leur parler de la mort, il ne faut pas leur dire que leur grand-mère ou leur grand-père est mort. Et en disant des vrais mots,
C'est-à-dire que si on leur dit, ben, il est parti au ciel, bon, et puis ils te regardent, ah bon, ils me regardent. Il faut vraiment penser que les enfants petits, notamment, prennent vraiment tout au pied de la lettre. Ils n'ont pas encore accès, pardon, à la polysémie du langage, etc. Ils prennent au pied de la lettre. Si on leur dit, ben, finalement, papy, il est parti, et il est parti en voyage, par exemple, il ne reviendra pas, il est parti, ah bon, mais il est parti où? Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi il ne m'a pas emmené? Pourquoi il n'est pas parti avec moi? Bon. Donc, il faut leur dire des choses. Il faut leur dire très simplement, avec leurs mots à eux, en étant sûr qu'ils aient bien compris, mais sans s'apesantir non plus, parce que bon, voilà. Mais il faut les mettre dans la boucle. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il voit les adultes autour de lui en difficulté, comme il se sent tout puissant, un enfant de 2 ans, 6 mois, enfin voilà, un tout petit, il pense que tout tourne autour de lui. Et donc, si les adultes sont tristes, ben, il va penser que c'est de sa faute. Il va se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et ça? Donc, c'est important de lui dire que c'est pas de sa faute, c'est pas, voilà, il y est pour rien, mais voilà, il y a eu un mort et on est tous tristes et ça fait partie de la vie. Après, les enfants, alors donc, pas forcément l'emmener aux funérailles, mais rien n'empêche d'aller ensuite sur la tombe de papy ou de mamie, tout seul avec lui, en ayant bien conscience qu'il va y avoir peut-être des questions, qu'il va falloir répondre aux questions, mais qu'on prend ce temps avec lui pour le faire participer à cet événement qui est en train de bouleverser la famille. On peut donc aller le lendemain des funérailles sur la tombe et expliquer les choses très calmement. Après, quand les enfants sont un petit peu plus grands, voilà, 7, 8, 9, 10 ans, ben, en fait, pourquoi, enfin, s'ils le souhaitent, après, s'ils ne le souhaitent pas, si ça les angoisse, etc., effectivement, on ne va pas les forcer à aller à des... Mais on peut leur en parler, on peut leur poser des questions, et s'ils le souhaitent, bien sûr qu'ils peuvent venir, bien sûr que c'est leur place aussi. C'est-à-dire qu'ils font partie de la famille, donc ils font partie de l'histoire familiale, donc ils sont à leur place dans dans les cérémonies qui donnent du sens à ce qui se passe. Parce que voilà, les obsèques, j'y reviens, hein, ça donne du sens à ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dit que la vie, ça a un début, ça a une fin, et que voilà, le sens de la vie, c'est celui-là. Alors après, effectivement, quand on est croyant, quand il y a des cérémonies religieuses, etc., il y a un autre sens qui est donné, un sens plus spirituel, et ça. Bon, mais de toute façon, voilà, c'est à ça que ça sert. Et puis, enfin, la dernière fonction, me semble-t-il, hein, du rituel, c'est de prendre acte. C'est-à-dire que, voilà, on voit une crémation, enfin, on voit une crémation, non, mais je veux dire, on assiste quand même au départ du cercueil dans dans l'endroit où il va être incinéré. Quand c'est un enterrement, on assiste à la mise en terre. On peut également assister, on peut voir la levée du corps, c'est-à-dire on peut voir aussi le corps mort. Et tout ça sont des étapes qui vont nous faire prendre conscience concrètement de la mort de la personne aimée. Alors bien sûr, c'est douloureux, mais parfois, on entend des gens, par exemple, dire que ben, ils n'ont pas voulu voir une dernière fois la personne décédée et que ben, finalement, du coup, ils ont eu du mal à réaliser que la personne était réellement morte. Donc, c'est vrai que tout ce rituel autour de la mort, ça permet aussi ça permet aussi de prendre acte, d'entrer dans le concret, de réaliser en fait ce qui est en train de se passer. Et souvent, ben, en fait, c'est après la cérémonie, les cérémonies que vraiment le deuil commence. C'est-à-dire que voilà, la personne, enfin, il y a
tout cas, il y a une étape qui est franchie à ce moment-là, parce qu'on a pris conscience que la personne était vraiment décédée. Voilà. Donc on va passer à la diapo suivante. Maintenant, on va voir un petit peu quelle est la place des autres. Parce que c'est important d'être entouré, en fait, quand on vient de perdre quelqu'un de cher. Alors, pourquoi c'est important d'être entouré? Parce que, d'une part, parler avec les autres de la personne qui vient de mourir, c'est faire vivre son souvenir. Pardon, c'est s'apercevoir que ben, enfin, c'est pas s'apercevoir, c'est en tout cas ancré dans notre réalité que ben oui, les autres aussi l'aimaient, qu'on a partagé des souvenirs, qu'on partage des souvenirs, des anecdotes, voilà. Regarder par exemple un album de photos avec les autres, parler de ce qui nous faisait rire, par exemple chez les personnes décédées, ou tout ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de d'y penser et donc de faire vivre le souvenir de la personne à l'intérieur de nous, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de voir que, ben, non, on ne va pas l'oublier cette personne. Elle va rester présente avec nous puisqu'on va pouvoir en parler, on va pouvoir la reconvoquer en fait dans le discours au moins, avec les autres, avec d'autres. Et puis, tout bêtement, être avec d'autres, c'est aussi partager la peine. C'est-à-dire que c'est extrêmement important, parce que souvent on se dit: «Ah mais voilà, j'ai quelqu'un à côté de moi qui a perdu, son père, sa mère, un conjoint et cetera, mais je sais pas trop comment me comporter avec lui ou avec elle, donc je préfère rien faire». Bon, en fait, il n'y a pas besoin de dire grand-chose à une personne endeuillée. Elle a juste besoin parfois qu'on la prenne dans les bras, que voilà, on l'entoure, lui offrir une épaule pour pleurer, enfin voilà, être là, c'est déjà extrêmement important. Bien sûr qu'on peut aussi l'aider, dans les démarches, on peut aussi faire avec elle un certain nombre de choses pour la décharger, parce qu'on va le voir, c'est quand même, le décès d'une personne, c'est vraiment aussi un fardeau, administratif. Mais, voilà, être là et dire: «Beh, avec moi tu peux parler, enfin tu peux pleurer, pardon. Avec moi tu peux te laisser aller», mais c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire que, voilà, ça lui donne un endroit où où laisser aller sa peine. Heu, donc ensuite aussi, ça peut être important de se faire aider. Se faire aider dans les démarches, par exemple, parce que c'est effectivement, après un décès, il y a d'abord la cérémonie à organiser, on vient de le voir, mais il y a aussi toutes les paperasses en fait qu'il faut faire, envoyer les papiers, les certificats de décès aux uns aux autres, aux caisses de retraite, aux impôts et cetera. Donc c'est énormément de travail. Alors c'est parfois aussi un travail qui permet de tenir, c'est-à-dire qui permet de ne pas s'effondrer parce qu'on est dans le faire et on n'est pas dans l'être. Mais c'est vrai que ça demande une énergie importante et quand on est psychiquement dévasté par un décès, on n'a pas forcément l'énergie, pour faire toutes ces démarches. Donc c'est vrai que pouvoir trouver de l'aide, eh bien ça peut être important. Alors j'ai juste voilà. On Il y a des endroits, c'est dans à certains en enfin voilà, certains endroits sont des endroits ressources pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand la personne est décédée à l'hôpital, eh bien, c'est important de se dire qu'on peut se tourner vers les centres sociaux de l'hôpital, par exemple, ou vers la centre sociale de sa municipalité, hein. Aller au CCAS et se faire aider pour les papiers, ça peut être une idée. Mais il y a également des endroits comme, par exemple, le CHU de Nantes ou certains lieux de soins palliatifs qui proposent également, un accompagnement. Alors un accompagnement soit psychologique, si on peut parler, soit,
un accompagnement administratif. Et ça, c'est vraiment précieux. Parce que c'est aussi tenir compte du besoin d'aide de la personne. Parce qu'une personne endeuillée, elle n'a pas forcément l'énergie d'aller demander de l'aide. Et donc, c'est bien aussi que certaines personnes puissent se dire, ben, en fait, on va lui proposer avant même qu'elle ne demande. Donc, voilà, c'est important de savoir qu'il y a ces lieux ressources. Et puis, je voulais aussi parler de, d'initiatives qui sont assez récentes et qui sont aussi des initiatives pour apporter de l'aide aux endeuillés. C'est par exemple un site internet qui s'appelle happyend.life, fondé par Sarah Dumont. Et c'est un endroit, enfin un site internet sur lequel vous allez avoir beaucoup de conseils pour organiser des obsèques, pour savoir où trouver de l'aide, pour trouver des textes, par exemple, pour la cérémonie, parce que pour ça aussi, parfois, on est un peu embêté, parce qu'au but en blanc, on ne sait pas forcément quel texte serait le mieux, enfin voilà, on n'a pas forcément pensé à tout ça. Voilà. Et puis également des professionnels qui peuvent il y a aussi un annuaire de professionnels qui peuvent vous accompagner. Et d'ailleurs, parmi ces professionnels, j'ai découvert qu'il y avait une profession assez récente aussi, qui était les tanadoulas, c'est-à-dire que c'était souvent des femmes, mais pas forcément, des personnes qui étaient spécialisées dans l'accompagnement de la mort, en fait. Alors, soit l'accompagnement des mourants, c'est-à-dire les soins palliatifs, comment accompagner une personne qui va mourir, mais aussi dans l'accompagnement des personnes endeuillées. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau, en fait, puisque les soins palliatifs, on connaît, mais on aimerait bien qu'ils se développent un peu plus d'ailleurs, parce que c'est quand même des lieux où en fait, on est mieux accompagné que dans certains hôpitaux ou mieux accompagné qu'à la maison, par exemple. Mais c'est vrai que ce sont des lieux qui sont les soins palliatifs où vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, des psychologues, etc., qui vont vous aider en fait à traverser au mieux le moment difficile. Ce sont des endroits aussi où vous pouvez trouver des groupes de parole, par exemple, de personnes endeuillées. Ça peut être aussi très important parce que le deuil, c'est pas quelque chose qui se termine avec la cérémonie les cérémonies des obsèques. C'est-à-dire que, voilà, une fois les obsèques terminées, une fois les papiers remplis, une fois le notaire rencontré, etc., il y a tout ensuite, il faut faire avec et faire sans surtout la personne qui vient de disparaître. Et ça, c'est un processus qui est long, qui est douloureux, qui demande beaucoup de temps et qui parfois demande que voilà, on soit accompagné. Alors, on va passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. C'est-à-dire qu'on va passer à ce que Christophe Fauré, dont je vous parlais tout à l'heure, appelle la cicatrisation. C'est-à-dire que la question, c'est finalement, est-ce qu'il faut médicaliser ou pas le deuil? Enfin, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut médicaliser ou pas le deuil? C'est-à-dire que on a tendance maintenant, puisque on a des antidépresseurs, donc on se dit c'est facile, les gens qui sont, parce que finalement, comme le disait Freud, il y a des symptômes qui sont les mêmes entre le deuil et la mélancolie. C'est-à-dire que dans le deuil, comme dans la mélancolie, qui est un autre nom de la dépression profonde, eh bien, on a la tristesse, on a parfois la dévalorisation de soi, on a l'impression que sans l'autre, on n'est plus rien. On a plus envie, on a une perte d'énergie, on n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie de tout ça. Ce sont des symptômes qui sont les mêmes dans le deuil comme dans la mélancolie. Sauf que dans le deuil, il y a un moment où ça va s'arrêter. Parce qu'il y a une cause, il y a la disparition de la personne et progressivement, ça va. Donc, on n'a pas forcément besoin
de donner des antidépresseurs à une personne qui est en train de vivre un deuil. Pourquoi? Parce que ben, pleurer, ça fait partie justement du processus. C'est-à-dire être à l'écoute de ses émotions, ressentir la tristesse, ressentir tout le manque, ressentir le vide que laisse la personne, ben, c'est extrêmement important pour continuer. Parce que si on assomme ça à coup de médicaments, et ben, il y a un moment, quand on va arrêter les médicaments, ça va revenir forcément. Parce qu'on n'aura pas justement fait tout ce travail de ce que Christophe Fauré appelle la cicatrisation, en fait. C'est-à-dire quand vous vous coupez, ben, vous voyez bien, vous avez une croûte qui se forme parce que vous avez les globules blancs qui viennent lutter contre une infection potentielle, et puis vous avez les plaquettes qui viennent faire une croûte, qui viennent refermer les tissus, etc. L'appareil psychique, lui aussi, il a des mécanismes qui se mettent en place pour justement lutter, enfin pour réparer en fait cette blessure. Les mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le déni, la colère, la tristesse, etc. Et donc, voilà, donc c'est important que ça se vive, bon, même si ça prend du temps, donc il vaut peut-être mieux demander un arrêt de travail d'un mois, 2 mois, que de prendre des médicaments, même si, voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir parfois en parler, donc on a dit, hein, parler à des professionnels, mais aussi parler, pourquoi pas, entre soi, entre personnes endeuillées. Pourquoi? Pour se tenir les coudes, pour se dire qu'on n'est pas seul, pour même éventuellement pleurer ensemble. Parce que pleurer ensemble, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pleurer ensemble, c'est important. Et puis, peut-être se donner des astuces, peut-être sortir ensemble, enfin voilà. Donc, cheminer en tout cas ensemble. Mais de toute façon, ce qui est important, effectivement, c'est de vivre ces émotions et de ne pas les couper. Après, bien sûr qu'on peut parler parfois de deuil pathologique. Alors, qu'est-ce que c'est que le deuil pathologique? Ben, c'est quand, au bout d'un long temps, alors ça peut être 2 ans, 3 ans, etc., eh bien, on n'arrive pas à passer un certain cap. C'est-à-dire qu'on voit bien, hein, quand on parle de cicatrisation, quand on parle de processus de deuil, on voit bien qu'à un moment, c'est ce que je disais, c'est pas qu'on oublie la personne, c'est que la personne décédée est à un endroit de notre vie psychique où on sait qu'elle n'est plus là. On fait avec, on y pense, parce qu'on ne l'oublie pas, on y pense, mais on y pense comme quelqu'un avec qui on a vécu, qui fait partie de notre histoire, mais qui n'est plus là. Et on peut reprendre une vie, c'est-à-dire sans avoir l'impression de trahir la personne, on peut voilà, se remettre à sortir, à aller au cinéma, pourquoi pas à retomber amoureux. Et c'est pas parce qu'on sera retombé amoureux qu'on aura forcément oublié cet amour qui a été si important dans notre vie, avec qui on a fait des enfants, etc. Ça va être une autre relation qui ne sera pas en compétition avec avec cet amour-là. Ça sera autre chose. Et ça ne fera pas disparaître et ça n'effacera pas ce qu'on a pu vivre. Mais pour un certain nombre de personnes, en fait, c'est aller vers autre chose, cette façon de continuer à vivre sa vie, continuer à vivre pour soi, est impossible. Alors, sont des personnes, par exemple, qui on a en tête, hein, des chambres mausolées où rien n'a changé depuis 20 ans parce que ça serait un sacrilège de toucher à quoi que ce soit dans la chambre du disparu. Ou alors des personnes qui passent enfin, tous les jours au cimetière à parler avec le défunt, etc., pendant
jusqu'à la fin de leur vie. Tout ça, en fait, sont des... Alors, pathologiques, pourquoi? Parce que ça empêche quelque chose. C'est-à-dire que le processus du deuil, c'est un processus, donc on l'a vu, hein, c'est un processus naturel, etc., et qui permet justement, au contraire, qui permet de vivre, qui permet de continuer à vivre malgré l'absence. Là, dans les deuils pathologiques, il y a une impossibilité de vivre. C'est comme si la vie s'était figée, en fait, au moment du décès, et qu'il y avait une impossibilité de passer, justement, de métaboliser ce qui s'est passé et d'en faire quelque chose et de continuer à vivre avec, et pas à vivre sans, à vivre avec. Et donc, ça, dans ce cas, effectivement, ça peut être intéressant d'aller voir un professionnel, éventuellement d'être médiqué, enfin, voilà. Mais dans ce cas-là seulement. C'est vrai que dans un deuil classique, je dirais, on a malheureusement juste à vivre ses émotions, à faire avec et à surtout à s'écouter. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais d'arrêt de travail aussi. C'est que quand on est encore en activité et qu'on subit un deuil important, eh bien, il me semble que même si c'est pas une maladie, il faut quand même le temps d'apprivoiser, en fait, ça. Et on a vu tout le temps que prennent les formalités administratives et que pendant ce temps de formalité administrative, il n'y a pas le temps justement d'écouter sa peine, de vivre sa peine, de traverser ses émotions. Donc je pense que c'est important justement d'arrêter à un moment d'être dans le faire pour être dans l'être et dans l'être en deuil en fait. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra effectivement traverser l'épreuve et puis en sortir avec un souvenir du défunt et avec le fait que ce défunt, il fait partie de son histoire, mais qui n'empêche pas une nouvelle vie. Voilà, écoutez, maintenant, si vous voulez, on va passer aux questions. Si vous avez des questions ou des témoignages ou qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou enfin, voilà, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Isabelle. Je vais clôturer rapidement la conférence et puis après on pourra ouvrir les micros, les caméras et échanger tous ensemble sur vos expériences ou vos retours sur la conférence. Comme d'habitude, je vous mets à l'écran le petit questionnaire de satisfaction qui est très important pour nous. Donc s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour y répondre. C'est un moyen pour nous, voilà, et nos financeurs aussi de savoir ce que vous avez pensé de la conférence et si vous avez éventuellement d'autres idées de conférences à nous suggérer. On est évidemment très ouverts. À l'écran, je vous ai mis du coup le lien dans le chat aussi. À l'écran, vous avez du coup le lien vers la chaîne YouTube de Movadom sur laquelle vous pourrez retrouver les replays des différentes conférences. Donc c'est l'idéal si vous voulez partager la conférence ou la revisionner si vous avez manqué le début ou vous souhaitez la revoir tout simplement. Sachez juste que les dernières, en fait la personne qui s'occupe des replays là sera de retour que début décembre. Donc en gros, à partir de début décembre, vous aurez cette conférence qui sera disponible. Donc il faut attendre encore une petite quinzaine de jours. Donc voilà, la chaîne YouTube. Et puis ensuite le livre audio et le podcast de Isabelle du coup et Gwendoline. Ça déménage, qui traite du déménagement des seniors évidemment. Donc on vous invite aussi à cliquer sur les liens à l'écran que je vais vous mettre aussi dans le chat tout de suite. Et du coup, j'en profite pour remercier à nouveau nos financeurs que sont le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Merci à tous pour votre présence et votre participation.